I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, Je me souviens précisément du moment où j'ai ressenti cette sensation pour la première fois, cette prémonition inexplicable et lancinante que quelque chose se tramait au sein de la monarchie, quelque chose que personne n'osait évoquer à voix haute. C'était comme si l'air s'alourdissait à chaque fois que quelqu'un murmurait le nom de Raymil House, comme si sous la surface du cadre royal, une fissure invisible menaçait d'éclater à tout instant. Parfois, une crise ne commence pas par une explosion, mais par un changement presque imperceptible, un frémissement que seuls ceux qui sont habitués à décrypter le langage silencieux du pouvoir peuvent percevoir. Et c'est précisément ainsi que tout a commencé, non pas par un scandale ou un titre de presse sensationnaliste, mais par le sentiment que le palais n'était plus solidement ancré dans ses fondations séculaires. Raymil House avait toujours été un de ces lieux où la monarchie semblait à l'écart. En marge des protocoles des rituels cérémoniels, c'était un endroit où Camilla se retirait de la sphère publique et où, disait-on, elle trouvait la paix. Mais la paix n'est qu'un voile. J'avais le sentiment que quelque chose se cachait en dessous depuis longtemps. Les histoires que j'entendais étaient trop subtiles pour être prises au sérieux et trop cohérentes pour être ignorées. Tout a commencé par des murmures concernant des documents, des objets personnels, des lettres. Des choses qui n'avaient rien à faire dans la collection privée d'une reine. Je ne savais pas exactement ce qui se passait alors, mais je sentais que Raymil House n'était pas un refuge, mais un coffre-fort. Et la sécurité d'un coffre-fort dépend de son secret le plus sombre. Lorsque les premières rumeurs d'irrégularité dans les archives royales ont fait surface, mon intuition s'est immédiatement aiguisée. J'ai d'abord pensé à une énième erreur administrative, comme il en arrive dans toute grande institution. Mais le schéma ne correspondait pas. Les biens de la famille royale sont conservés avec une méticulosité extrême. Rien ne disparaît sans raison, rien ne réapparaît comme par magie. Pourtant, on a signalé des objets disparus, des documents internes introuvables et des objets autrefois déclarés perdus. J'ai commencé à me demander si ces petites anomalies n'avaient pas toutes une origine commune, une origine enfouie au plus profond des murs de Raymil House. Une maison qui me semblait de plus en plus comme une boîte noire dans un avion illisible et pourtant pleine de vérité. Le moment où j'ai su que mes soupçons étaient fondés est arrivé de façon inattendue. C'était en fin d'après-midi, l'air était gris et lourd comme seul un automne anglais peut l'être. Je marchais dans les couloirs de Buckingham Palace quand j'ai entendu deux conseillers murmurer à propos de la boîte. Le mot lui-même ne signifiait rien, mais le silence qui a suivi en disait long. Je n'avais pas besoin d'entendre quoi que ce soit pour savoir que cet objet précis, était probablement l'étincelle qui allait tout déclencher. Chaque mystère a un catalyseur et je sentais que la boîte jouerait ce rôle. Pour la première fois, je perçus la situation non comme une série d'anomalies aléatoires, mais comme une mosaïque. Tout s'emboîtait parfaitement, chaque infime fissure formant un motif qui ramenait au même lieu, à la même personne, au même monde caché. Raymil House n'était plus une rumeur, mais un épicentre. J'aurais peut-être dû le comprendre bien plus tôt, mais comme pour toutes les grandes révélations, je n'en ai saisi toute la portée que lorsque les contours furent suffisamment nets pour que je ne puisse plus l'ignorer. Ce qui m'intriguait le plus, ce n'était pas tant la possibilité que des choses soient cachées, mais plutôt le caractère délibéré de cette dissimulation. Il ne s'agissait pas simplement d'une collection d'objets oubliés. C'était comme un silence organisé, une ombre soigneusement construite au sein d'une maison longtemps exclue de la vie officielle du palais. Je commençais à me demander si cela se résumait à une question de propriété et de documents ou à quelque chose de plus profond, une question d'influence, de réputation, de contrôle sur le récit familial. Dans la famille royale, l'histoire est toujours le bien le plus précieux, et celui qui la contrôle l'histoire. Quand la nouvelle est tombée que des preuves concrètes avaient été découvertes, non plus de simples soupçons, mais des artefacts tangibles. Tout a basculé. C'était comme si une faille invisible était enfin devenue visible. Et à cet instant précis, j'ai compris que je ne pouvais plus rester les bras croisés. Je devais comprendre l'ampleur de la situation, ce que Raymil House dissimulait réellement et pourquoi quelqu'un se donnerait autant de mal pour protéger une vérité autre que celle de la monarchie elle-même. En réfléchissant à ces premiers indices, je me suis demandé à quel moment précis la frontière entre propriété privée et responsabilité royale a-t-elle commencé à s'estomper et combien de personnes avaient déjà franchi cette limite avant que quelqu'un n'ose s'élever contre cette situation et affirmer qu'on ne pouvait plus l'ignorer. Ce n'est qu'en apprenant la découverte du prince George dans le jardin de Raymil House que j'ai compris à quel point un simple jeu d'enfant pouvait déclencher une crise royale. Parfois, ce ne sont pas les grandes révélations qui bouleversent l'équilibre des pouvoirs, mais les petites coïncidences, un caillou qui traîne une main curieuse, une boîte qu'on n'aurait pas dû trouver. Et quand j'ai entendu cette histoire, j'ai tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas d'une découverte innocente. C'était une clé, la clé d'une porte que personne ne voulait ouvrir.
Tout commença par un froid après-midi de novembre, lorsque George et Charlotte furent envoyés à Raymill House pour échapper aux pressions du monde extérieur. Cette demeure du Wiltshire avait toujours été le refuge de Camilla, un lieu qu'elle appelait affectueusement son « dernier havre de paix ». Mais cette image rassurante vola en éclats en un seul après-midi. Tandis que George courait parmi les pierres moussues du jardin, il découvrit une brique descellée dans un mur que tous croyaient intacte depuis des siècles. La légende raconte qu'il la toucha comme s'il s'agissait d'un tintement fortuit. Le genre de geste insouciant que seuls les enfants peuvent se permettre. Mais cette fois, point d'écho joyeux, seulement le bruit d'un secret qui se dévoilait. Derrière la pierre se cachait un espace vide à peine visible, mais suffisamment profond pour dissimuler quelque chose. C'est là que George trouva la boîte. Les bords en bois étaient vieux, usés, couverts d'une poussière grise qui luisait sous la faible lumière de novembre. Sans même l'ouvrir, je savais que ce n'était pas un jouet d'enfant. La description à elle seule, la façon dont il avait dû la sortir lourde et difficile me disait que ce n'était pas un objet oublié par inadvertance. Quelqu'un l'avait caché, et quelqu'un avait voulu qu'elle reste cachée. Quand j'appris qu'il avait imprudemment remis la boîte à son père, je ressentis une pointe d'ironie, la naïveté d'un enfant révélait ce que toute la cour s'était efforcée de dissimuler. Guillaume reçut la boîte non comme un père, mais comme l'héritier du trône. Et lorsqu'il l'ouvrit, l'atmosphère changea du tout au tout. Dans cet instant de silence, nous savions que nous étions au seuil de la crise qui se cachait. À l'intérieur des lettres jaunies et effilochées, l'encre oblique et écrite à la hâte, comme si elles avaient été rédigées dans la précipitation. Une petite horloge ancienne monogrammée CD, un détail qui à lui seul soulevait des questions. Puis les insignes royaux provenant manifestement d'une collection qui n'avait jamais quitté l'Angleterre. Et en dessous, un manuscrit intitulé « Saphir griffonné au crayon, des passages soulignés, des pages réécrites ». Mais ce qui me coupa le souffle, c'était ce qui était écrit tout en bas, l'écriture de Harry, et sous un fragment, plus récent, les initiales de Camilla. Un sentiment de tension m'envahit à ces mots, car il ne s'agissait pas d'une simple boîte de souvenirs personnels, c'était une épreuve, une collection d'objets qui n'aurait jamais dû se trouver à Raymill House. Et c'est précisément pour cette raison que cette boîte marqua le début d'une histoire que personne au sein du palais n'avait jamais souhaité entendre. J'essayais d'imaginer la présence de William lorsqu'il tourna la première page, le silence qui s'épaissit dans la pièce, son expression passant de la confusion à la compréhension puis à une émotion plus profonde, la certitude qu'il savait désormais quelque chose qui l'obligerait à agir. Car une fois la vérité révélée, on ne peut plus la nier, ni en tant que membre de la famille, ni en tant qu'héritier, ni en tant que gardien de la monarchie. Et c'est précisément là, dans cette suite d'événements inattendus, que réside la véritable tragédie. Tout a commencé, non par un complot, mais par le hasard. Une poignée de feuilles, une partie de cache-cache, une pierre suffisamment instable pour abriter un secret. Il est étrange comme la vérité surgit parfois dans les moments les plus insouciants. Et comme c'est précisément la gravité de cette vérité qui détermine tout par la suite. J'ai compris qu'il ne s'agissait plus d'une simple erreur royale ou d'une maladresse. C'était le signe d'un problème bien plus profond, un souci qui couvait peut-être depuis des années invisible à tous, sauf à ceux qui s'en occupaient. La boîte me faisait penser à l'écho d'une construction soigneusement élaborée qui s'était finalement effondrée non pas sous la pression extérieure, mais à cause d'un enfant qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Tandis que j'observais tout cela, une question me taraudait. Comment une reine consort pouvait-elle entreposer, collectionner et préserver autant d'objets sans que personne ne soupçonne le moindre danger ? Et si cette boîte ne révélait qu'un seul espace caché dans ce jardin, combien d'autres se dissimulaient derrière les murs de Raymill House ? La boîte n'était pas une fin, mais un commencement. Un couvercle s'ouvrit non par la volonté d'un adulte, mais par l'innocence d'un enfant. Et là, soudain, la vérité me frappa, il n'y avait plus de retour en arrière. Une fois qu'on aperçoit le bord d'un abîme, on ne peut plus faire comme si le paysage était plat. Dès que j'ai su ce que contenait la boîte en bois, je n'ai plus pu attendre. J'avais l'impression que l'histoire m'attirait irrésistiblement vers Raymill House, comme si la vérité n'y était pas seulement enfouie, mais qu'elle m'appelait personnellement à la déterrer. Je savais qu'une partie de la monarchie aurait préféré que je garde mes distances, que ce dossier puisse être discrètement absorbé par les mécanismes internes conçus depuis des siècles pour contenir les dégâts. Mais précisément parce que je voyais à quel point cette affaire était profonde, je savais que je ne pouvais pas rester les bras croisés. Si je voulais comprendre la vérité, je devais retourner là où la première fissure était apparue, Raymill House, qui ne ressemblait plus à une résidence privée mais à un labyrinthe où s'entremêlaient de pouvoir mémoire et déshonneur. Le trajet jusqu'au Wiltshire avait quelque chose d'étrangement irréel. Le paysage défilait sous mes yeux, le ciel s'assombrissait de plus en plus comme si la météo elle-même me prévenait que cette visite ne se terminerait pas par une réponse simple. Arrivé à l'allée, j'aperçus la maison qui se profilait au loin, calme, majestueuse et d'apparence innocente pour ceux qui l'ignoraient. Elle dégageait la quiétude d'un lieu qui tentait de se dissimuler derrière une façade de normalité. Mais plus rien ne semblait normal, plus depuis que la boîte avait été ouverte. En sortant, j'ai immédiatement perçu le souffle du silence presque comme une respiration.
Non pas le silence de la tranquillité, mais celui d'un lieu qui se sent piégé. Le portail métallique haut et sombre s'est ouvert en grinçant un grincement qui m'a transpercé jusqu'à la moelle. La maison elle-même semblait m'observer comme si les briques savaient pourquoi j'étais venu. Étrange comme un lieu qui symbolisait jadis l'évasion est soudain devenu le symbole de son contraire, la confrontation. À l'intérieur, l'odeur des murs humides et du vieux papier se mêlait à l'arôme doux et terne d'une maison qui avait trop longtemps servi à conserver des souvenirs que personne ne voulait partager. Je pénétrais dans le hall où le soleil de l'après-midi filtrait à travers les lourds rideaux projetant de longues ombres sur les photographies accrochées au mur. Des portraits de la famille de Camilla souriant à une époque où tout semblait encore simple. Mais même ces sourires semblaient désormais empreints d'une certaine sévérité, comme pour dire que certaines histoires n'étaient jamais destinées à être racontées. J'avançais lentement la main sur le mur, passant devant une série de pièces aux portes verrouillées comme pour se protéger. Mais je savais que je ne devais pas être dans le salon ni dans la cuisine. Les réponses se trouvent toujours là où on les attend le moins. Et puis je l'aperçus, une petite porte au bout du couloir basse, presque enfantine. Ce n'était pas la porte elle-même qui attira mon regard, mais les détails qui l'entouraient. Les charnières neuves, la peinture irrégulière, la fine fente par laquelle s'infiltrait un souffle d'air froid. C'était comme si la porte murmurait « J'ai été ajouté après ». Je me suis penché en avant, j'ai posé la main sur le bois et j'ai ressenti une étrange tension. Nul besoin d'être détective pour savoir quand quelque chose est caché. Il suffit de sentir quand un lieu sonne faux. La porte s'ouvrit d'une légère poussée, un souffle ancien s'échappa et au-delà un escalier étroit descendait. Mon cœur battait la chamade tandis que je descendais marche après marche. L'air se faisait plus froid, plus acre, imprégné d'une odeur de terre et de poussière oubliée depuis des années. En bas, je me suis retrouvé dans une grande cave plus vaste que je ne l'avais imaginé. Les murs étaient en vieille pierre légèrement moisie et le long des parois s'alignaient des caisses en bois, des boîtes en métal, des malles et des étagères remplies de tissus. Je me suis approché de la table la plus proche et j'ai soulevé le premier tissu. Dessous se trouvait une caisse en bois robuste ancienne recouverte d'une fine couche de poussière qui luisait sous le faisceau de la lampe torche. À l'intérieur, des lettres manuscrites, certaines d'une écriture familière que j'ai immédiatement reconnues. Des lettres privées, des lettres intimes, des lettres qui n'auraient jamais dû être vues hors du palais. J'en ai eu le souffle coupé en ouvrant la deuxième boîte. Elle contenait des objets répertoriés depuis des années comme introuvables dans l'inventaire royal bijoux insignes objets portant le sceau royal, tous soigneusement conservés dans un coffre-fort privé. La vérité m'a frappé de plein fouet. Il ne s'agissait pas de souvenirs rassemblés au hasard. C'était une collection d'objets délibérément dissimulés. Et puis j'ai trouvé le manuscrit. Brouillon supplémentaire saphir. Le titre à lui seul sonnait comme un code, comme un document qui ne devait jamais tomber entre les mains de quiconque en dehors d'un cercle très restreint. Les pages étaient couvertes de notes de soulignement et d'annotations au crayon, les écritures de Camilla et Harry entremêlées, tissées ensemble dans une étrange collaboration dont les implications étaient immédiatement évidentes. Certains passages faisaient référence à des événements internes, d'autres à des récits publics qui ont ensuite spontanément émergé dans les médias. Ce que je tenais entre mes mains n'était pas un manuscrit, c'était un scénario, une stratégie, une tentative de manipuler la mémoire collective. Mes mains tremblaient à chaque page tournée. Non pas que le contenu me choquât, mais ce qu'il révélait, il ne s'agissait plus seulement de possession cachée. Il était question d'images de pouvoir et d'influence. Ce n'était plus une ombre, c'était un système parallèle. En quittant la cave, les preuves soigneusement mises en sécurité, je n'éprouvais aucun triomphe, seulement une lucidité pesante. La vérité n'était plus enfouie. Et maintenant que je l'avais touchée, je savais qu'elle continuerait de me hanter. Une question me taraudait l'esprit. En quittant la maison, jusqu'à quelle profondeur un secret doit-il être enfoui avant que la vérité ne finisse par faire surface? Lorsque j'ai quitté Raymil House, les preuves en sécurité, je savais que je n'étais plus une simple observatrice. J'étais au cœur d'un conflit qui dépassait de loin les erreurs individuelles ou les intentions personnelles. Il ne s'agissait plus seulement de Camilla. Il était question de confiance, de légitimité et de la capacité de l'institution censée être au-dessus des individus à survivre lorsque ses fondements étaient ébranlés par une seule personne, consciemment ou inconsciemment. Et pourtant, malgré la gravité de la situation, je sentais que je n'étais qu'au début de la confrontation qui allait inévitablement suivre. Les heures qui suivirent se brouillèrent dans ma mémoire. Ce que j'avais vu à la cave, lettres, documents, objets, et surtout ce sombre manuscrit saphir, résonnaient encore comme un écho. Chaque détail était un maillon d'une chaîne que je ne pouvais ignorer. Chaque élément de preuve soulevait la même question. Pourquoi? Pourquoi Camilla avait-elle rassemblé ces objets? Voulait-elle les protéger, les posséder, les utiliser? Ou tentait-elle de réécrire quelque chose qu'elle croyait perdu?
J'essayais de comprendre ces actes non pour les justifier, mais pour saisir la logique qui l'avait conduite là où elle se trouvait au cœur d'un scandale qui menaçait d'éclipser la monarchie. Une partie de moi se demandait si tout cela pouvait être évité sans un scandale public. Mais dès que William fut informé, il devint évident qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Sa réaction ne fut ni émotionnelle ni impulsive, mais froide et ordonnée. Il sut immédiatement que l'affaire ne pouvait se régler en privé, pas lorsque l'intégrité de la famille royale était en jeu. Son regard, m'a-t-on dit, s'était durci, non par ressentiment mais par sens des responsabilités. Et dans ce regard résidait le germe de ce qui allait suivre la confrontation. Cette confrontation eut lieu dans une pièce au mur si épais qu'ils avaient été témoins de décennies de secrets sans jamais les trahir. Une longue table en bois, la lumière d'un soleil bas de novembre filtrant à travers les fenêtres et un silence pesant régnait parmi les personnes présentes. Je me souviens d'être assise en face de Camilla, les preuves entassées dans des sacs scellés entre nous. J'avais l'impression d'être prise entre deux mondes, la réalité que nous voyions de nos propres yeux et le monde qu'elle avait tenté de façonner à l'ombre de Raymil House. La tension était presque palpable, une corde invisible tendue entre le devoir et l'émotion. Charles était assis à côté d'elle, les mains jointes, le visage marqué par la lassitude et le déchirement de la loyauté face au devoir. Anne, de l'autre côté de la table, incarnait la froideur et la lucidité. Aucune colère, aucune indignation théâtrale, seulement la conviction inébranlable de celle qui sait que le service prime sur tout. Et moi, j'étais là accablé par le poids de ma découverte, conscient que ces mots entreraient dans l'histoire. Camilla contemplait les objets comme si à chaque fois elle découvrait une nouvelle facette d'elle-même. Je ne percevais aucun regard calculateur, aucune dureté. Je voyais une femme dont les pieds semblaient glisser sous ses pieds. Peut-être prenait-elle enfin conscience de l'importance de ce qu'elle avait collectionné caché chéri. Peut-être comprenait-elle seulement maintenant comment ces actes étaient perçus par ceux qui étaient censés protéger le palais. J'ai commencé à parler lentement avec concentration, exposant les faits. Ni accusation ni reproche, juste la vérité telle que je l'avais découverte, les documents non autorisés, les possessions royales, le manuscrit qui cherchait à manipuler la perception de l'histoire. J'entendais ma voix maîtrisée mais grave et je sentais la pièce se figer peu à peu. C'était comme si chaque mot que je prononçais dissipait un voile de silence. Camilla me laissa terminer et quand j'eus fini, ses épaules s'affaissèrent. Son regard se perdit dans le vide, ses mains se mirent à trembler. Et bien que mon rôle fût de présenter les faits, je ressentis quelque chose d'inattendu, de la compassion. Car je ne voyais pas une manipulatrice hors pair. Je voyais une femme qui s'était battue pendant des années pour être acceptée, reconnue, aimée. Et qui, dans sa tentative de se faire une place dans le récit monarchique, avait franchi les limites mêmes qui protègent ce récit. Sa voix était basse lorsqu'elle prit enfin la parole. Ni démenti, ni excuse, mais un mélange de résignation et de tristesse. Elle expliqua qu'elle avait voulu préserver ce qui comptait pour elle, qu'elle avait craint de disparaître de l'histoire, que son rôle soit effacé ou déformé par d'autres, et que Saphir aussi, mal avisée, fût-elle été censée lui permettre d'affirmer sa propre vérité avant que d'autres ne le fassent à sa place. Mais même à cet instant, tandis que ses paroles s'écoulaient, comme les derniers des vestiges d'une défense effondrée, je savais que ce n'était pas suffisant. Pas suffisant pour justifier ses actes, pas suffisant pour réparer les dégâts. Car la monarchie n'est pas un lieu où l'on tolère les interprétations approximatives de la vérité. La monarchie repose sur la confiance et cette confiance ne peut être brisée qu'une seule fois. Lorsque la confrontation prit fin, je n'éprouvais aucun sentiment de victoire, seulement un vide immense. La réalité était que quoi qu'on ait dit ou affirmé, il fallait désormais suivre la procédure. La phase suivante était inévitable. La conférence de presse était devenue incontournable. Et je savais que ce qui s'y passerait déterminerait non seulement le sort de Camilla, mais aussi celui de la monarchie elle-même. En sortant de la pièce, une pensée me taraudait. Est-il vraiment possible de protéger une institution sans briser un être humain ? Les jours précédant la conférence de presse étaient empreints d'une atmosphère pesante, comme l'imminence d'une tempête. Le silence était pesant, comme si le pays tout entier retenait son souffle, attendant une vérité que personne ne souhaitait entendre. La monarchie agit généralement dans l'ombre, par consensus, par des accords tacites qu'il n'est jamais nécessaire de prononcer. Mais cette fois, il était impossible de revenir en arrière. Ce que j'avais découvert dans les sous-sols de Raymil House, ce dont nous avions discuté lors de la confrontation et ce que William portait désormais sur ses épaules formaient un ensemble de faits trop lourds à porter pour être dissimulés. Le verdict devait être prononcé non pas à huis clos, mais devant le monde entier. Je me souviens encore de ce matin-là comme si j'y étais, le silence qui s'abattit sur Buckingham Palace, les journalistes tournoyant autour du portail, tels des rapaces, et l'étrange tension qui régnait parmi le personnel qui avait le sentiment de participer à un moment historique qu'il aurait préféré éviter. Des chuchotements, des regards fuyants. Chacun sentait le caractère inédit de la situation. Jamais auparavant dans l'histoire moderne, une reine consort n'avait été publiquement sommée de rendre des comptes.
Lorsque l'invitation à la conférence de presse a été officiellement envoyée, nous savions tous qu'il ne s'agirait pas d'une déclaration ordinaire. Le texte était court, concis et dénué de toute sentimentalité. Le prince de Galles, Sa Majesté le roi et la princesse Anne feront une déclaration suite aux conclusions concernant Ray Milhouse. Le monde entier a lu cette unique phrase et j'ai vu les spéculations se propager dans les médias internationaux. Ces 3 personnes réunies, cela ne signifiait qu'une chose, la décision était prise. Et cette décision serait définitive. La salle de conférence de presse avait été préparée avec le plus grand soin. Les boiseries sombres reflétaient la fraîcheur de l'après-midi. Des rangées de chaises étaient disposées en ligne stricte, les caméras perchées sur leurs trépieds, comme si elles pouvaient bondir d'un seul mouvement et arracher les mots des lèvres de William. Des projecteurs d'un blanc éclatant éclairaient l'estrade où 3 personnes allaient bientôt prendre place, chacune portant un poids de responsabilité différent. Et puis vint ce moment que je n'oublierai jamais, William entrant dans la pièce suivi de Charles et Anne. Il n'y avait ni colère ni triomphe dans son attitude, seulement le devoir de celui qui connaît la vérité. Charles paraissait plus vieux que jamais, le regard terne comme si la déception l'avait envahi en silence. Anne était sévère maîtresse d'elle-même, cette fermeté dont elle seule est capable dans les moments de crise. Dès les premiers mots de William, j'ai senti la vérité transpercer la pièce. Sa voix était basse, maîtrisée d'une précision quasi chirurgicale. Chaque phrase portait le poids d'une institution qui tentait de se sauver en reniant l'un de ses fondements. Il parlait de transparence, de violation de protocoles confidentiels, de documents qui n'auraient jamais dû se trouver hors des archives officielles. Ces paroles sonnaient non comme des accusations mais comme une autopsie, la révélation d'une erreur qui avait couvé en silence trop longtemps. Quand il prononça le nom de Ray Milhouse, j'entendis la salle se figer. Les gens se penchèrent en avant, stylo à la main, appareil photo crépitant comme si chaque milliseconde était un nouveau fragment d'histoire. L'image du coffret en bois apparut sur les écrans derrière lui, les lettres, l'insigne, le manuscrit de saphir, tout était révélé d'une réalité indéniable. Et William prononça alors la phrase que le reste du monde allait citer. À compter d'aujourd'hui, la reine Camilla se retirera de toutes ses fonctions officielles et quittera le palais jusqu'à la conclusion complète de l'enquête. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds pendant un instant. Le silence qui suivit n'était pas un silence ordinaire. C'était le bruit d'un titre qui s'effondre. C'était l'instant où l'histoire se réécrivait sous nos yeux. J'ai regardé Camilla assise au 2e rang. Ses yeux étaient rouges, ses mains blanches, à force de serrer un mouchoir. À cet instant, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple décision politique, mais d'une rupture personnelle. Une rupture entre membres d'une même famille, entre époux, entre elle et l'institution qu'elle avait passé des années à servir, voire à façonner. Charles ne dit rien, mais sa présence auprès de son fils suffisait. Anne hocha la tête une seule fois, mais avec la force de génération de discipline. Ensemble, ils prononcèrent le verdict, une sentence sans reproche, sans drame, mais avec la froide lucidité de la responsabilité. Lorsque William conclut la conférence, je ne ressentis aucun soulagement. Seulement la certitude que la monarchie aurait dû se protéger en sacrifiant quelqu'un, et que par ma découverte à Ray Milhouse, j'avais déclenché le mécanisme qui chassait désormais une femme du palais. Tandis que les journalistes se bousculaient pour quitter la salle, une question brûlante me taraudait. Peut-on sauver une institution sans déchirer les personnes qui la composent ? Alors que les portes de la salle de presse se refermaient derrière nous et que l'écho des caméras s'estompait peu à peu, je savais que le pire n'était pas passé, mais ne faisait que commencer. Les mots officiels avaient été prononcés, la vérité avait été saisie dans une déclaration entendue dans le monde entier, mais le silence qui a suivi le verdict était plus lourd que le verdict lui-même. Car une fois prononcé, le silence se met à agir comme un écho, une résonance faite non pas de mots, mais de conséquences. Et c'est précisément ce silence qui emplissait les couloirs du palais de Buckingham, comme si les murs eux-mêmes tentaient de saisir ce qui venait de se produire. Ce même soir, la maison de Ray Milhouse se retrouva au cœur de l'histoire. Ce qui avait été auparavant un foyer d'activité clandestin n'était plus qu'un vide, un point d'ancrage pour la presse, un symbole de l'imbrication profonde du privé et du public. Devant ces grilles, les journalistes se tenaient là comme s'ils attendaient que la maison elle-même révèle d'autres secrets. Mais la vérité avait déjà éclaté, et il ne restait plus rien de ce qui restait que des ombres. J'ai entendu Camilla quitter le palais en silence, sans un mot en public, sans se retourner. Un petit convoi de voitures, sans klaxon ni cérémonie, a franchi les grilles juste avant le crépuscule. Pas de larmes, en public pas de mots pour se justifier. Seulement un silence qui en disait bien plus que n'importe quelle interview. J'ai essayé d'imaginer ce qu'elle ressentait. Une femme qui s'était battue pendant des années pour être acceptée, qui avait tenté de protéger un terrain chèrement acquis, mais qui finalement était renvoyée dans le même silence qu'à son arrivée. Le palais semblait toujours étrangement vide ce soir-là. Les gens marchaient plus lentement, parlaient plus bas, comme s'ils souffraient tous du poids d'une perte indicible.
Charles se retira dans ses appartements privés et bien que la communication officielle insista sur le fait qu'il était en bonne santé, je savais que ce n'était pas une question de santé mais de cœur et d'âme. La déception que j'avais lue dans ses yeux plus tôt persistait en moi. Déception non seulement envers Camilla, mais peut-être aussi envers lui-même, car le devoir le forçait, une fois de plus, à renoncer à ce qu'il aimait. William, quant à lui, était resté déterminé et calme. Mais dans ses yeux, je voyais la réalité brûlante qu'il avait agi non seulement en héritier, mais aussi comme gardien d'une vérité bien trop lourde à porter pour un seul homme. Sa responsabilité avait dilué les liens familiaux, son rôle de fils de beau-fils, de futur roi. Tous ces rôles s'entrechoquaient. Et pourtant, il avait fait un choix, non pas la vengeance. Non pas le pouvoir, mais la survie d'une institution qui paradoxalement ne peut exister que grâce à des règles strictes et à la volonté de les appliquer au moment opportun. Ce soir-là, j'errais dans les couloirs du palais comme si je déambulais dans un musée après sa fermeture. L'air était lourd, imprégné d'histoire, comme si elle venait de se transformer. Les portraits de rois et de reines me fixaient leur regard figé dans la peinture à l'huile, comme s'ils murmuraient qu'eux aussi avaient dû faire des choix qui transcendaient l'humanité. Je me demandais combien de ces portraits recelaient en des histoires indicibles. Des histoires de sacrifices d'ombre, de malentendus et de devoirs, et si le palais jamais n'apprend vraiment ou ne fait que répéter les mêmes erreurs. Pendant ce temps, le pays restait sous le choc. Les journaux télévisés diffusaient dans des épisodes supplémentaires des experts, analysaient chaque nuance, chaque expression, chaque phrase de la déclaration. Les réseaux sociaux étaient inondés d'opinions, de colère, de chagrin et d'incrédulité. Certains voyaient en Camilla la coupable, d'autres la victime d'un système trop rigide et trop froid pour tolérer l'imperfection humaine. Et en lisant les réactions, j'ai compris que les deux pouvaient être vrais, que la culpabilité et la tragédie pouvaient parfois reposer sur les mêmes personnes. La maison de Rémil était devenue dans l'imaginaire collectif une sorte de maison hantée. Plus un refuge chaleureux, mais un lieu où vérité et mensonge s'entremêlèrent. J'ai vu à la télévision des images de la maison vide silencieuse, sous un ciel plombé, les fenêtres obscures, les murs couverts d'ombres humides. L'image était implacable, ce n'était pas seulement le théâtre d'une découverte, mais le symbole d'une chute. Une chute dont les répercussions pourraient se faire sentir pendant des années. À cette époque, je me demandais souvent si les choses auraient pu se terminer autrement. Camilla avait-elle jamais souhaité en arriver là? Son besoin de contrôle était-il né de la peur, d'un désir d'amour, d'un manque de confiance en elle? La monarchie lui avait-elle jamais offert une protection suffisante ou était-elle simplement devenue le produit d'un système qui trahit ceux qui tentent de se faire une place au sein d'une structure rigide? Mais en même temps, je savais que ces questions ne pouvaient plus rien changer. Les événements étaient enclenchés, les décisions avaient été prises. La monarchie avait tenté de se sauver en privilégiant la transparence à la loyauté. Un choix nécessaire mais inévitablement douloureux. Au fil de la semaine, j'ai vu le palais retrouver peu à peu son calme. Les tâches furent redistribuées. Les activités officielles reprirent comme si de rien n'était. Le drapeau flottait toujours comme si cela suffisait à prouver que tout était sous contrôle. Mais je savais, et beaucoup le savaient aussi, que plus rien ne serait comme avant. Une limite avait été franchie non seulement par Camilla, mais par tout le système qui lui avait permis d'accéder à un rôle jamais vraiment défini. Et c'est là pour moi le nœud du problème, on peut protéger une institution, mais chaque sacrifice laisse une cicatrice. Une cicatrice qui ne devient tangible que bien plus tard quand plus personne ne la regarde. Car même si Camilla a quitté le palais, elle a laissé derrière elle un écho qui ne disparaîtra pas si facilement. Je me demandais en silence, peut-on conserver la couronne sans oublier qu'il y a des gens qui la portent ? Cette question résonnait sans cesse en moi tandis que je regardais les lumières des couloirs du palais s'éteindre une à une comme si la demeure elle-même poussait un long soupir de